C'est une première au Burkina Faso. Les candidats au concours professionnel composent en ligne. L'innovation annoncée par le département en charge de la fonction publique devient ainsi une réalité. Dans quelques instants, nous serons sur le site de composition de l'ENAM pour constater l'ambiance dans cette nouvelle forme de composition. Dans ce 20h, nous irons à Bama, dans le Haut-Bassin, pour voir un modèle de résolution des conflits fonciers. Il s'agit d'une cellule d'interpellation citoyenne mise en place dans cette commune. Elle est sur le terrain avec déjà un rapport qui propose une feuille de route à l'autorité communale pour faire face aux crises liées aux fonciers. À l'étranger, c'est un accord censé tourner la page à 17 ans de crise au Soudan. Après un an de négociations, les autorités et les mouvements rebelles ont signé un accord de paix ce lundi. Cet accord trouvé était l'une des priorités du nouveau gouvernement après la chute d'Omar El-Béchir, une actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Affronter les épreuves des concours sur des écrans d'ordinateur, c'est à cette forme de composition que sont soumis les candidats au concours professionnel pour la session 2020. La composition en ligne est une réalité depuis samedi dernier et tout semble bien se passer pour les candidats. Constat avec Nongwa Kouda et Sekou Zongo. Bienvenue au centre de composition des concours professionnels, session 2020. Appel des candidats, suivi des vérifications des identités et ils sont confortablement installés devant leur ordinateur. Passé cette étape, les consignes sont claires. Le candidat admis en salle et installé devant l'ordinateur doit s'identifier en saisissant ses informations personnelles, lire attentivement les informations d'ordre général. Tout candidat pris en possession de documents ou de téléphones portables ou d'autres matériels électroniques pendant la composition sera expulsé de la salle et poursuivi pour fraude ou tentative de fraude conformément au texte en vigueur. Au constat, la composition en ligne pour les concours professionnels est en marche. Et cette innovation concerne 84 concours professionnels dans le centre unique de Ouagadougou. Nous avons habituellement des jurys qui sélectionnent les sujets, qui transmettent ce sujet-là à un groupe d'informaticiens qui vont importer ces sujets sur la plateforme, ce qui va permettre aux candidats maintenant, dès lors qu'ils rentrent dans la salle, vous avez dû voir la salle, chacun est assis devant son ordinateur, il ouvre la plateforme et au top départ, tout le monde commence. Nous sommes satisfaits. Mais comme vous le savez, tout outil informatique s'améliore avec la pratique. Et donc, depuis que nous avons commencé, il y a eu des petites difficultés, mais ça n'a pas entaché le déroulement normal des concours. La composition en ligne, une innovation qui suscite bien d'interrogations. Mais pour ces candidats, l'heure n'est pas à la polémique. Certains trouvent d'ailleurs que la stratégie va permettre d'aller vite, aussi bien dans la composition que dans la proclamation des résultats. L'avantage est que le nombre est réduit, c'est rapide, la correction est rapide, on n'a plus besoin de prendre le temps pour faire des corrections. En une semaine ou même en un jour seulement, on peut avoir nos résultats. Je pense que c'est une bonne initiative. On aura gagné en temps et puis vraiment on voit la technologie avancer. Deux sites sont retenus pour la composition en ligne des concours professionnels session 2020, l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM et la direction des services informatiques de l'université Joseph Kizerbo. Les premiers résultats sont attendus aujourd'hui et la composition se poursuit jusqu'au 15 septembre. Parlons d'un autre concours pour lequel la composition se déroule plutôt sous la forme classique. C'est sur papier que les candidats aux différents concours artistiques composent depuis ce matin. Ils sont plus de 70 candidats à prendre part à ce concours organisé pour la 6e fois au Burkina Faso. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a assisté au lancement des épreuves. Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. Il est 7 heures ce matin et plus de 70 candidats composent l'examen en musique et en arts plastiques à l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC. Ces candidats seront sanctionnés par le certificat de qualification professionnelle CQP, le brevet de qualification professionnelle BQP
et le brevet professionnel de technicien BPT. Et c'est le ministre de la Culture qui procède au lancement de ces examens. La formation est une condition sine qua non pour être talentueux, pour avoir de l'excellence. Nous avons conscience que cette formation et ces examens, parce que ceux qui vont sortir d'ici vont être des professionnels des différents secteurs, que sont les arts plastiques et la musique. Aujourd'hui, nous avons élaboré des contenus qui s'imposent dans la sous-région. Donc, ces contenus-là tiennent compte de l'expérience nationale, de l'expérience internationale et sous-régionale. L'enseignement professionnel à l'INAFAC est particulièrement axé dans la pratique, et cela pour donner plus de valeur à la culture africaine et burkinabé. On explique la musique africaine c'est quoi, la musique au niveau du Burkina c'est quoi exactement, et puis maintenant on joue du balafon, du djembé, du bendré, donc ça c'est la partie pratique. Les résultats de la 6e session de ces examens sont attendus le mercredi 5 septembre prochain afin de donner au monde culturel des nouveaux professionnels en musique et en arts plastiques. Des acquis engrangés, mais également des leçons à tirer d'une dizaine d'années d'action. C'est ce que laisse entendre le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail qui achève à son 3e congrès. Le congrès du SYNACIT qui s'est tenu à Ouagadougou s'est également soldé par la prise de nouvelles résolutions et le renouvellement du bureau exécutif. Des détails avec Nongba Kouda et Aimé Solange Djigma. Composé de 10 membres, le nouveau bureau exécutif national du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, SYNACIT, est appelé à travailler à relever les défis du moment. Il s'agit entre autres de la mise en place d'une mutuelle des inspecteurs et contrôleurs du travail et du renforcement des cadres unitaires de lutte des travailleurs et du peuple. Le défi de la bonne gouvernance du monde du travail, l'amélioration continue des conditions de vie et de travail, le renforcement de la participation du SYNACIT au sein du collectif syndical CGTB et des autres cadres unitaires de lutte, et bien entendu l'assimilation de notre ligne syndicale adoptée au 2e congrès ordinaire du syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes. Une nouvelle plateforme revendicative générale assortie d'une plateforme minimale a également été adoptée au cours de ce 3e congrès que le nouveau bureau entend œuvrer à satisfaire. Il s'agira d'œuvrer au renforcement des capacités des services de l'inspection du travail en matière de locaux, en matière de moyens roulants. On a besoin également de renforcement de capacités en termes de formation donc, du personnel de l'inspection du travail. Nous avons signé un protocole d'accord en 2017 avec le gouvernement. C'est œuvrer à la mise en œuvre entière donc, de ce protocole d'accord-là. À l'issue des 2 jours d'échange sur les acquis, les enseignements et les leçons à tirer des 10 ans d'existence du SYNACIT, les congressistes exigent par ailleurs des autorités des actions fortes et urgentes dans la lutte contre le terrorisme, la finalisation de la relecture du Code du travail et les appellent à une gouvernance vertueuse et à une gestion transparente des ressources. Cette année finie pour le projet de la police de proximité qui avait débuté en mars 2019. Le projet qui prend officiellement fin ce 31 août aura permis d'améliorer les actions de la police de proximité et de créer plus de confiance entre elle et les populations. Le rapport de ce projet soutenu par les États-Unis a été présenté ce matin à Ouagadougou. Rasmani Zoundi et Olopoda. Promouvoir le concept de police de proximité au Burkina Faso, c'est le but de la mise en place du projet COPS dont le rapport a été remis au ministère de la Sécurité. Il met en collaboration la police et la gendarmerie qui établissent les besoins et les priorités afin de rendre efficaces les services de police de proximité. Je crois que ces réformes vont faciliter et améliorer un rapprochement entre forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, et la population. Je crois aussi que ces réformes vont faire en sorte d'améliorer aussi le climat de confiance
entre police, gendarmerie et population qui est, en fin de compte, l'élément de base, l'élément essentiel du concept de la police de proximité. L'implication de la population dans le domaine sécuritaire est d'une grande importance pour les forces de sécurité. Le projet COPS, allant dans ce sens, va renforcer la collaboration entre les deux parties. La participation peut faire que on peut avoir à gagner sur la veille citoyenne, les dénonciations de certaines choses. Vous n'êtes pas sans savoir que certains résultats très importants donc, au niveau de la police, de la gendarmerie ont été obtenus sur la base donc, de la collaboration des populations. C'est pourquoi la police de proximité est un concept qui doit vraiment être d'actualité en ces temps qui courent. Le projet COPS est mis en œuvre dans 4 pays de la région du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Les forces de sécurité du Burkina Faso souhaitent une intégration du projet dans la législation nationale. Autre titre de ce 20h, c'est un exemple en matière de résolution des conflits fonciers. Et cet exemple nous vient de Bama, une commune des Hauts-Bassins, où les conflits fonciers connaissent une ampleur assez particulière. Pour faire face au phénomène, une cellule d'interpellation citoyenne est mise en place depuis janvier 2020. Elle a déjà fait un travail de terrain dont le rapport a été remis au maire de la commune de Bama. On en sait plus avec Karim Sissi. Les membres de la cellule d'interpellation citoyenne de Bama remettent au maire de cette commune le rapport de leur sortie de terrain. Un rapport qui recense les différents problèmes fonciers auxquels sont confrontées les populations des 21 villages qui comptent la commune. Il s'agit des difficultés concernant les limites. Souvent, les propriétaires terriens, quand ils veulent faire les limites, les voisins ne sont pas d'accord. Et ça, c'est un problème. Souvent aussi, les problèmes des APR, pour avoir les documents, c'est un problème. Les gens ont estimé que les coûts sont un peu chers. Ce rapport ne se limite pas uniquement au recensement des problèmes. Des propositions sont aussi faites au conseil municipal en vue de trouver des solutions idoines à la résolution des difficultés énumérées. Ils ont fait vraiment un travail formidable. C'est vrai que c'est leur premier coup, mais je crois que c'est un coup de maître. C'est pour vous dire que ce matin, on a été interpellé sur beaucoup de sujets liés aux questions des terres. Donc, pour ces questions de terre, vraiment, c'est vraiment complexe. Et la manière de monter le dossier, de vendre, de racheter. Bon, je crois que la procédure est là. Il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que vraiment un APFR. Et nous avons apporté le rapport. Ce n'est pas tellement complet comme on le veut, mais au fond, déjà, on a compris la démarche. C'est une très bonne démarche. C'est en janvier 2020 que la cellule d'interpellation citoyenne de Bama a vu le jour. Elle regroupe les représentants des organisations des producteurs et des associations présentes dans la commune de Bama. Son credo, c'est l'identification des difficultés qui entravent la mise en œuvre de la loi 034 et la proposition de solutions afin de contribuer à l'amélioration du vivre ensemble. Dans les Hauts-Bassins, nous restons pour évoquer ce partenariat qui lie désormais l'association Yantaga et la principauté de Monaco. Un partenariat qui permettra à l'association de bénéficier d'un soutien financier pour des actions sur l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Le début de ce jumelage est matérialisé par la signature d'une convention à Bobo-Dioulasso. Kassoumi Logo et Karim Sissi. L'association Faso Yataga et la principauté de Monaco sont désormais en jumelage. Un jumelage matérialisé à travers cette signature de convention. Il s'agit pour la coopération monégasque d'accompagner l'association Faso Yataga dans son projet d'appui aux activités rémunératrices des femmes et à l'insertion des jeunes. Et comme Faso Yataga a pour vocation aujourd'hui de créer les conditions pour le développement des activités rémunératrices de ressources pour les femmes et l'insertion des jeunes dans leur milieu d'origine, leur fixation, en leur permettant aujourd'hui de s'intégrer dans des activités soutenues par Faso Yataga. Ça fait partie aujourd'hui des vocations de la coopération monégasque. Nous avons donc décidé de les accompagner. Et pour joindre l'acte à la parole, un chèque de 7 millions de francs CFA a été gracieusement remis à l'association Faso Yataga.
Une somme qui a été sur place répartie entre 6 associations féminines des hauts-bassins, question de renforcer leurs activités. Et je suis également heureux en ce qui concerne les chèques qui ont été remis aujourd'hui aux associations féminines. Nous pensons que cela leur permettra d'augmenter leur production et de pouvoir gagner beaucoup plus de bénéfices dans leur activité et de permettre également l'accroissement de leur activité. Dans ce partenariat qui vient de naître entre l'association Faso Niataga et la principauté de Monaco, il est prévu la mise en place d'un projet de 5 milliards de francs CFA sur 5 ans. Dans ce projet, une enveloppe de 200 millions de francs CFA est destinée aux associations féminines sous forme d'aide et 300 millions de francs CFA sous forme de prêts à des taux bien réduits, foi du président de l'association Faso Niataga. Retour à Ouagadougou pour découvrir cette nouvelle plateforme qui vient en réponse à la cybercriminalité. De l'avis de son concepteur, la plateforme dénommée Safe Zone offre plus de sécurité aux utilisateurs d'Internet. La plateforme a été présentée à la presse la semaine écoulée. Bernard Kombelem et Vincent Tchendrebego. Dans la lutte contre la cybercriminalité, une plateforme voit le jour, Safe Zone. Safe Zone, une zone qui se veut sûre pour une protection active des données personnelles par un cryptage, selon les promoteurs de la plateforme. Dans l'espace Safe Zone, vous choisirez de faire apparaître soit votre nom seul, nom de famille, soit votre prénom, soit vous laissez tout ça là, vous faites passer votre numéro. Du coup, ceux qui vous cherchent sur Internet verront votre numéro, mais ne savent même pas que c'est vous. L'Internet, un espace risqué avec le phénomène de cybercriminalité. Les concepteurs de Safe Zone croient avoir compris les pièges et trouvé les voies pour les contourner. Nous avons permis à tous ceux qui sont sur notre plateforme-là de pouvoir s'identifier. L'identification chez nous, c'est pas. Ça veut dire que c'est savoir dans quel pays vous vous trouvez, quelle est votre adresse. Et vous êtes obligé de vous identifier avec un document qu'on appelle le passeport. Et ce passeport-là, jusqu'à aujourd'hui dans le monde, c'est le passeport qui est le document le plus fiable en matière d'identification. Safe Zone est conçu aux États-Unis par Unicorn Network, un réseau qui vise à s'installer au Burkina Faso à travers une représentation. Objectif, amener les internautes burkinabés à s'approprier le nouvel outil de protection des données personnelles sur la toile. Dans l'actualité également, le ministère en charge des droits humains dispose d'un plan d'action pour la culture des droits humains au Burkina Faso. Après son élaboration, c'est l'efficacité dans sa mise en œuvre qui est désormais recherchée. Et pour y arriver, le ministère des droits humains présente son plan d'action à ses partenaires à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Roki Assanou. L'éducation aux droits humains est vitale pour un État démocratique. C'est en substance les propos du directeur régional des droits humains et de la promotion civique des Hauts-Bassins dès l'entame de cette rencontre. Et pour que cela soit une réalité au Burkina Faso, ces éducateurs, responsables de l'application des lois, représentants de corps militaires et d'organes de presse, sont à l'école des droits humains. Module dispensé, le plan d'action sur l'éducation aux droits humains. C'est la première fois que le Burkina Faso se dote d'un plan d'action relatif à l'éducation aux droits humains, alors qu'au niveau international, depuis 2005, c'était une exigence. Donc il y a plusieurs phases qui ont été définies pour pouvoir prendre en compte l'éducation aux droits humains dans les différentes zones d'enseignement et dans les écoles de formation professionnelle. Et c'est en 2017 que nous avons fait une étude qui a révélé qu'il y avait une insuffisance et que nous étions très en retard. Ce plan d'action vient ainsi combler un vide. Il est donc attendu des participants qu'ils soient des courroies de transmission auprès des structures qu'ils représentent. Les différents acteurs qui sont concernés par la mise en œuvre du plan d'action se l'approprient d'abord, s'engagent à mettre en œuvre les différentes activités et inscrivent donc les activités dans leur programme de travail annuel durant les 5 ans pour qu'au soir du 31 décembre 2024, nous puissions être à jour vis-à-vis de nos engagements au niveau international. 2 communications seront dispensées à cet effet. Et Bobo-Dioulasso donne le départ d'une série de rencontres du même genre dans 5 régions.
Ici, à Ouagadougou, le ministère de la Communication entame l'élaboration de ces projets et programmes conformément au guide national qui existe en la matière. Prennent part aux travaux les représentants des structures rattachées de ce ministère. Jusqu'au 7 septembre prochain, ils vont notamment travailler sur les projets et programmes de la radiodiffusion-télévision du Burkina et des éditions Sidoya. Kwale Nebié et Sébastien Zongo. La maturation du projet, allant de l'idée à la création du projet, en passant par la mobilisation des ressources, le processus de cette étape retient l'attention de ces représentants de structures rattachées au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il y a une réglementation nationale à laquelle doivent obéir l'ensemble des projets que nous élaborons. Et l'atelier d'aujourd'hui doit nous permettre de suivre ces procédures-là pour, à terme, présenter des projets à niveau de maturation, comme on le dit, pour mieux mobiliser les ressources. Ces travaux viennent pour résoudre le problème des projets en souffrance. Faute de n'avoir pas suivi la réglementation en la matière, ils se veulent pratiques et la radiodiffusion-télévision du Burkina vient avec ses projets de renforcement en équipement technique et de construction de son siège. On n'a pas la totalité des ressources pour achever ce siège. Et donc, c'est avec ce type d'initiative qu'on aura des guides, des boussoles, pour permettre de se présenter notamment devant le ministère des Finances ou bien d'autres partenaires pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires. Le siège des éditions Sidoya, mais aussi des projets de construction de direction régionale. Et ce sont des projets qui sont déjà inscrits dans le programme d'investissement du ministère de la Communication. Et bien souvent, on ne maîtrise pas toutes les étapes de finalisation de ces projets. Avec l'accompagnement technique du ministère en charge du budget, ces projets seront actualisés aux normes en vigueur. Les travaux se tiennent jusqu'au 7 septembre à Koudougou dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique du ministère en charge de la communication. Voilà une rencontre qui se tient donc à Koudougou. Nous parlons à présent de musique et plus précisément de musique traditionnelle. L'artiste Sid Payete met sur le marché du disque son nouvel album intitulé Sarli Kamba. C'est la question de l'éducation des enfants et même des adultes qui est abordée dans cet album dont la dédicace a eu lieu vendredi dernier. Dédicace que nous suivons avec Bernard Kombelem et Maxime Zango. Et de 7 pour la chansonnière Fatih Boudou, connue sous le nom de Sid Payete. Sarli Kamba est le titre de son album qui a été dédicacé ce week-end. Au total, ce sont 4 titres qui valorisent tous nos traditions et surtout nos bonnes mœurs. Les enfants ont besoin d'être guidés et conseillés. Même nous les adultes, nous avons besoin de conseils, à plus forte raison les jeunes. Deuxième message, un vrai Burkinabé n'oublie jamais ses origines. Il doit toujours y penser. À travers des chansons riches en sonorités et en diversité thématique, l'artiste fait une introspection de nos valeurs morales et sociétales. La paix, l'amour du prochain sont également des thèmes très chers à Sid Payete qui invite d'ailleurs ses compatriotes à les partager en tout temps et en tout lieu. Prestations en live et démonstrations de danse traditionnelle ont clôturé en apothéose cette soirée riche en couleurs. Et dans le milieu de la religion musulmane, nous évoquons le concours national de lecture et de mémorisation du Coran. Ce concours qui est à sa 2e édition a connu son épilogue hier dimanche à Ouagadougou. Le grand gagnant s'appelle Abdelaziz Dera. Les temps forts de la cérémonie avec Vincent Tchendrebego. Abdelaziz Dera de la région du Centre-Sud, grand vainqueur de l'édition 2020 du concours national de lecture et de mémorisation du Coran.
Ce dimanche 30 août, dernier jour de ce concours qui a enregistré 227 candidats de toutes les 13 régions, ce sont 16 qui ont pris part à la grande finale. Le champion national est retenu sur 2 critères. Nous avons 2 catégories. Il y a la catégorie mémorisation qui est la mémorisation donc de l'ensemble du Saint-Coran. Et dans ça, nous avons 3 niveaux. Il y a ceux qui ont tout mémorisé le Coran et il y a ceux donc qui ont mémorisé la moitié du Saint-Coran. Il y a ceux qui ont mémorisé donc 2/60e donc du Saint-Coran. Donc également la deuxième catégorie, pour participer, il suffisait donc de lire tous les Saint-Coran parce qu'on peut donc lire sans mémoriser. Mémoriser le livre saint de l'islam, c'est aussi l'occasion d'inculquer les valeurs de cette religion aux jeunes selon le parrain de la présente édition. Le Coran, c'est notre livre sacré. Le Coran nous prépare à nous élever spirituellement vers Dieu et l'islam, religion de paix. Il est important que nous puissions encourager les jeunes, nous puissions encourager tous les fidèles à lire et à comprendre et à pratiquer ce qui est dit dans le Coran. Abdelaziz Deira repart avec une moto et un bon d'essence. Divers lots ont également été distribués aux autres participants. Actualité à l'étranger, avec tout d'abord le Soudan où un accord de paix qualifié d'historique vient d'être signé ce lundi. Le consensus est désormais trouvé entre le gouvernement et les factions armées sur plusieurs questions d'intérêt national. Cet accord de paix devrait mettre fin à 17 ans de guerre au Soudan. Un accord de paix historique au Soudan. Après un an de négociations, les représentants des autorités et les responsables de plusieurs mouvements rebelles ont signé ce lundi les documents censés tourner la page de 17 ans de guerre civile. La cérémonie de signature s'est déroulée à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Parvenir à un accord de paix, c'était la priorité du nouveau gouvernement à Khartoum, après la chute du dictateur Omar el-Béchir au printemps 2019. Le texte prévoit le démantèlement des groupes armés et l'intégration des combattants au sein de l'armée régulière. La guerre civile au Soudan, notamment au Darfour, aura causé la mort de centaines de milliers de personnes. À l'international, la pandémie du Covid-19 a franchi le cap de 25 millions de contaminations. Ce chiffre serait même en deçà de la réalité. La maladie connaît un rebond dans plusieurs pays tels que l'Inde qui enregistre plusieurs milliers de cas par jour. Plus de 78 700 nouveaux cas en 24 heures. L'Inde a enregistré une nouvelle progression record du coronavirus. Avec 3,5 millions de personnes contaminées, le pays est le 3e le plus touché par la pandémie au niveau mondial, derrière les États-Unis et le Brésil. Le gouvernement a néanmoins annoncé dans le week-end un assouplissement des règles sanitaires en vigueur depuis mars. À travers la planète, la barre des 25 millions de contaminations a été dépassée selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Parmi ces cas, au moins 16 millions sont considérés comme guéris. Ces chiffres restent toutefois sous-évalués, certains pays ne testent que les cas graves et beaucoup ont des capacités de dépistage limitées. Au Japon, le nombre de cas cumulés s'établit à plus de 67 000, mais les hôpitaux sont sous tension car la deuxième vague de Covid-19 se mêle à un épisode de canicule dans l'archipel. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h, Intégral Foot avec Jérôme Tchenderbego qui reçoit ce soir le nouveau président de la Fédération burkinabé de football. Le journal de 23h vous sera présenté cette semaine par Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTB.